Excuse me? Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au nom de mon association ABO et de l'ensemble des participants, j'adresse mes vifs remerciements à son Excellence Monsieur l'ambassadeur Hassan Abouyoub, ici présent, pour nous avoir fait l'honneur d'accepter notre invitation et de se déplacer du Maroc jusqu'à nous pour animer cette conférence autour d'un thème qui intéresse non seulement le Maroc, mais aussi les pays de la région, les instances internationales et tous les pays épris de paix et de justice. Merci encore. Je remercie également le grand professeur émérite, M. Habib Henry, d'en être le modérateur, son Excellence, M. l'ambassadeur du Maroc au Canada, Mohamed Tanji, et Madame la consul du Maroc, Soraya Atmani, qui, sans eux, cet événement n'aurait pas eu le succès d'aujourd'hui. Merci encore. Avant de céder la parole, permettez-moi tout d'abord en 2 minutes de vous présenter l'association ABO dont je suis le président fondateur. ABO est une organisation fondée en décembre 2005. Elle est composée d'étudiants internationaux de Montréal. Son objectif est d'offrir une alternative jeune, dynamique au discours politiquement biaisé, une approche nouvelle et globale aux problèmes socio-économiques de nos jours. Un forum d'échange et d'ouverture, ABO se veut être le maillon manquant entre la société civile, les gouvernants, les différentes organisations internationales, tous œuvrant pour la paix et le rapprochement entre les différentes nations du monde. En d'autres termes, ABO jette un regard nouveau vers le futur, vers ce monde que nous devons tous retravailler ensemble, débarrasser des préjugés et des jugements réducteurs. L'initiative d'ABO d'organiser une rencontre comme celle-ci s'inscrit dans notre logique de vouloir appeler au débat et à la réflexion sur des thèmes d'actualité. Foyer de tension, le conflit du Sahara n'a que trop duré et demeure un frein au développement et au rapprochement des pays de la région. C'est pourquoi nous avons la chance aujourd'hui d'avoir son Excellence l'ambassadeur M. Abouyoub pour en faire connaître les grandes lignes à un auditoire de leaders d'opinion composé d'acteurs politiques, d'opérateurs économiques, de représentants de la société civile, d'enseignants et d'étudiants. Enfin, je tiens à remercier vivement les membres de mon association, les membres des associations Amadeus et ISS, et plus particulièrement leurs présidents respectifs, mes amis Brahim Fassifiri, ici présent, et Saad Chaoui, qui ont fortement contribué au succès de cette manifestation. Merci ABO, merci ISS, merci Amadeus. Merci à vous. Excellences, Monsieur l'ambassadeur itinérant de Sa Majesté, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Canada, Madame la consul générale du Royaume du Maroc, Mesdames et Messieurs les consuls, Madame la mairesse de Villeray-Saint-Michel, Monsieur le professeur émérite, Messieurs les présidents d'associations et enfin vous, chers invités. C'est pour moi un réel plaisir que de vous accueillir aujourd'hui dans ce cadre prestigieux afin de vous offrir la première publique sur un sujet politico-économique, celui du Sahara marocain. Je suis fier, en tant que président des étudiants en économie, au sein de l'Université Concordia, d'associer The Economic Student Society à la concrétisation de la conférence à laquelle vous assistez aujourd'hui. En effet, encourager un projet qui propose de développer une région pour notre association et soutenir un règlement politique à ce problème mènera certainement par la force des choses à une prospérité économique au Maghreb. Et c'est pour cela, très chers invités, que vous nous offrons modestement avec mes collègues et amis une tribune afin de vous permettre et de permettre à son Excellence de pouvoir faire part du projet marocain concernant son Sahara. Le contexte conflictuel dans cette région, il faut le savoir, empêche les provinces du sud du Maroc, riches de diverses ressources naturelles, de se développer économiquement. Ce projet ne manquera certainement pas de donner une nouvelle impulsion au développement économique et social de la région. C'est dans cette voie que réside
paix, prospérité et sécurité. J'espère qu'après que vous ayez compris et entendu la proposition marocaine, qu'une mobilisation se créera autour de ce projet d'autonomie du Sahara marocain. Je conclurai, chers invités, en tant que citoyen marocain, en disant que le Maroc, de par son brassage ethnique, est historiquement pluriel et que le peuple sahraoui en est une partie intégrante. Laissez-moi, chers invités, remercier tout particulièrement son Excellence pour sa participation à cet événement, ainsi que M. Henri Habib. Et aussi, je tiens à souligner le rôle important et très important de l'Université Concordia dans la réalisation de cette conférence. Je voudrais également remercier les directeurs de programmes d'économie représentés ici, et aussi un grand merci à M. Khalid Jouma, président du CSU, et à M. Mohamed Cholier, président des étudiants en sciences politiques de l'université. Et bien sûr, vous, chers invités, pour votre présence et pour votre soutien. Et enfin, je voudrais laisser la parole à mon collègue et grand ami Brahim Fassiferi, président de l'association Amadeus. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Saad. Excellence Monsieur l'ambassadeur itinérant de Sa Majesté, Excellence Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Madame la Consul générale, Mesdames et Messieurs les membres du cercle consulaire, Madame la mairesse, Monsieur le professeur émérite, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur et un énorme plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité de président de l'association Amadeus. Mon organisme, créé dans le cadre du processus euro-méditerranéen de Barcelone, représente un collectif d'étudiants et d'opérateurs économiques marocains et européens basés pour la majorité en France, en Espagne, au Canada, ainsi qu'au Maroc. Comme l'a si bien souligné précédemment mon collègue Saad Chaoui, ce litige territorial autour duquel nous sommes réunis aujourd'hui représente un véritable frein à l'intégration maghrébine au sein de l'Union du Maghreb arabe. La résolution 1720 du Conseil de sécurité des Nations Unies a exhorté en octobre dernier les parties et les États de la région à continuer de coopérer pleinement avec l'organisation dans le but de mettre fin à l'impasse actuelle en vue d'arriver à une solution politique négociée. C'est dans ce cadre, mesdames et messieurs, que le Royaume du Maroc présentera en avril prochain à ce même Conseil le plan d'autonomie de ces provinces du Sud. L'association Amadeus félicite l'engagement volontaire du Maroc à appliquer un régime d'autonomie à la région du Sahara, puisque cette approche répond parfaitement à la notion d'autodétermination en tant qu'expression des droits collectifs et individuels de la population. La disposition du Maroc à accepter une dévolution de compétences aux habitants du Sahara émane de sa volonté de mettre un terme à ce différend régional de la manière la plus démocratique et la plus respectueuse des spécificités locales de cette région, tout en préservant son unité et son intégrité territoriale. Elle répond également à un souci de préserver et de consolider la paix, la sécurité et la stabilité de tous les États de la région du Maghreb, tout en favorisant leur intégration sur des bases solides et durables. Je profite de cette tribune, chers invités, pour lancer un appel aux membres de la société civile marocaine, de l'intérieur comme de l'extérieur, afin qu'elles se mobilisent activement pour promouvoir cet ambitieux projet. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de conclure en remerciant son Excellence M. Hassan Abouyoub, ainsi que M. Henri Habib. Je souhaite également exprimer ma gratitude envers les représentations diplomatiques marocaines établies au Canada, ainsi qu'envers toutes celles et ceux qui ont apporté de près comme de loin leur contribution à la réussite de cet événement. Je pense tout particulièrement à Mme Evelyne Abidoual et à M. Mekil Hello. Je laisse maintenant la parole au professeur émérite, M. Henri Habib. Je vous remercie de votre attention et merci de votre présence. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai l'agréable tâche ce soir de présider sur cette réunion très importante, une réunion politique qui a un effet général dans la région et, je dirais, dans le monde entier. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Je vous accueille au nom de l'Université Concordia. C'est un privilège pour moi de vous accueillir au nom de l'université. I'm indeed honored to be able to welcome you this evening as guests of the university, Concordia University. We are indeed very privileged at Concordia
to have this sort of discussion taking place. This is an initiative that the government of Morocco has taken. We shall see the results of this initiative in April, and I'm sure His Excellency the Ambassador is going to give you the main highlights of the project that the government of Morocco is bringing about. Un petit mot ici simplement pour vous dire qui est l'ambassadeur qui va vous adresser. Comme vous le savez, c'est Son Excellence M. Hassan Abouyoub. C'est le représentant de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a octroyé le titre d'ambassadeur itinérant, roving ambassador comme on dit en anglais. Et il est né le 18 mai 1952 à Bereshid. Après des études secondaires au lycée Lyautey de Casablanca, il décroche le baccalauréat et se rend à Lyon, en France, où il est admis au concours d'entrée à l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises. Ça, c'est l'année 1971. Il obtient son diplôme, option finance, en 1974, et après 3 années d'études, au cours duquel il a également suivi plusieurs stages en France et en Italie notamment. Après son service civil au Maroc, à la direction des mines, de la géologie et de l'énergie, M. Abouyoub intègre le ministère de Commerce et de l'Industrie, où il s'est vu confier la direction de commerce extérieur en 1980. Le 11 août 1992, M. Abouyoub est nommé ministre du Commerce extérieur, des Investissements extérieurs et du Tourisme. Le 25 juin 1993, M. Abouyoub a été élu député du mouvement populaire dans la circonscription de Tafraout, dans la province de Tiznit, avant d'être nommé le 20 juillet 1994 ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, à Djibouti et en Somalie avec résidence à Riyad. Riyad, c'est le cœur de cette région. Alors, si on est nommé à Riyad, on peut se promener un peu autour dans cette partie du monde. Mais c'est Riyad le centre et c'est un poste très important quand vous êtes nommé à Riyad. De février 1995 à 1997, il a occupé le poste de ministre de l'Agriculture et de la mise en valeur agricole. M. Abouyoub s'est vu octroyer en 2000 la médaille du Centre mondial de la paix, des libertés et des droits des hommes. De septembre 1999 à novembre 2004, M. Abouyoub a occupé le poste d'ambassadeur du Royaume en France, un autre poste très important. Riyad et Paris sont des postes recherchés. En 2006, Sa Majesté le roi Mohammed VI le nomme son ambassadeur itinérant. Je vous présente Monsieur l'ambassadeur qui va pour le moment vous parler de la question que nous voulons tous écouter. Merci. Merci beaucoup, cher professeur, pour ce CV trop généreux. Monsieur l'ambassadeur, Madame le consul général et Messieurs les consuls généraux, mes chers protégés, jeunes présidents d'associations, je voudrais d'abord vous dire merci de m'avoir invité. Merci d'avoir organisé cet événement avec un professionnalisme qui promet. La nouvelle génération peut rassurer, je pense, dans sa démarche, dans sa vision des choses. Vous avez déjà traité la moitié du dossier que je me proposais de vous faire. Donc, vous avez simplifié mon travail d'une manière absolument considérable. Je vous en remercie. Et je voudrais remercier tous les amis dans la salle, dont quelques-uns que je retrouve après de nombreuses années d'absence. C'est avec un immense plaisir que je les retrouve. Quelques cheveux blancs en plus, des calvities naissantes aussi, mais enfin, ça fait partie des règles du jeu. Et remercier également l'établissement hôtelier qui nous reçoit et qui, je crois, pour l'occasion, a fait des efforts tout à fait particuliers pour soutenir ces jeunes qui veulent cultiver une des valeurs essentielles du Maroc.
parce que je vais parler de ce Maroc-là et vous l'incarnez magnifiquement. Je voudrais vous en féliciter, vous en remercier. Le thème qu'on m'a demandé de traiter, bien sûr, je le fais avec plaisir, c'est tout à fait directement lié à l'actualité nationale, internationale. Je fais cette conférence sous de bonnes augures, puisque hier, la famille royale s'est enrichie d'une nouvelle princesse, la Khadija. Alors, je ne sais pas si c'est... Si vous l'avez fait exprès, j'ai proposé 2 dates sans y penser sérieusement, mais je crois que vous étiez perspicace en la retenant du premier coup. Et donc, je vais parler de l'affaire du Sahara, comme on l'appelle dans le jargon diplomatique international. Je le fais à titre personnel, puisque la qualité qu'on me donne ne m'octroie pas le privilège de parler au nom du Maroc à titre officiel. Donc j'ai la liberté de parler personnellement d'un sujet que j'ai connu parce que j'y étais confronté dès le début, lorsque nous préparions la marche verte entre juillet 1975 et novembre 1975. J'étais personnellement mêlé à une grande partie de l'organisation logistique de cet événement, et j'ai vécu, bien sûr, à El Ayoun, dans les provinces du Sud, de 75 à 76. C'est une partie qui manque dans la présentation. Et donc j'étais le témoin en particulier du 26 février 76, où la Jema'a s'était prononcée sur le fameux accord de Madrid dont je vais parler tout à l'heure. Donc le Sahara, je le vis, y compris aussi par le fait que nous avons dans la famille des liens importants avec une grande tribu sahraoui, et des liens qui datent de plusieurs siècles. Donc, sans rentrer dans trop de détails sur ce qui s'est passé sur le terrain entre 1975, donc au moment où s'est déclenché ce conflit, je vais essayer de le traiter d'une manière un peu particulière, originale, en insistant sur le Maroc, parce qu'on ne peut pas parler du Sahara sans parler du Maroc et de son histoire. Et il faut savoir, parce que peu de gens font le lien, que c'est l'une des plus vieilles nations étant entendu au sens westphalien du terme. C'est une des plus vieilles nations du monde aujourd'hui. L'État, qui répond aux critères modernes de l'État, a existé lorsque Moulay Idriss Ier, donc le premier souverain musulman, a unifié le Maroc sur l'islam, tout en respectant bien sûr les religions qui existaient, notamment la religion juive, puisqu'il est venu dans un pays qui était fortement judaïsé en 788. Si vous regardez la carte des États-nations membres de l'ONU, si vous regardez leur date de naissance, vous verrez que le Maroc se situe dans le premier petit peloton de 5 ou 6 pays qui ont une continuité d'État central, territorial, comme la nôtre. Nous avons aussi la chance, le privilège d'avoir un système monarchique qui est l'un des plus vieux du monde aussi. Pour ne parler que de la monarchie alaouite, qui a été créée, je pense, avec un processus très démocratique, parce que le premier souverain a été appelé par les populations, il a été coopté, pour des raisons liées à l'insécurité et à l'instabilité qui dominaient la scène marocaine à l'époque. C'était en 1640. Et c'est une des plus vieilles monarchies régnantes dans le monde d'aujourd'hui. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique notamment que le Maroc a une histoire qui a toujours été arbitrée entre des considérations de soumission tribale, d'indiscipline tribale, mais toujours avec une continuité fabuleuse et remarquable, ce principe de l'allégeance qui est hérité, bien sûr, d'une grande tradition du prophète, l'allégeance, la béa, qui fait que le souverain, contre cette allégeance, s'engage à l'unité de la nation et s'engage à garantir l'unité de la religion. Ce dispositif de gouvernance institutionnelle assez originel est probablement l'unique exemple dans le monde arabo-musulman, à ma connaissance. Il n'y en a pas d'autre. Mais la force d'impact, la capacité d'influence des différents monarques qui se sont succédés, des différentes dynasties qui se sont succédées, ont varié dans le temps. Et à cause de la variation de cette puissance, y compris militaire, les dimensions géographiques du Maroc ont varié considérablement. Ça allait du Soudan, de Kano au Nigeria, jusqu'aux Pyrénées.
avec des fortunes diverses à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Et dans les documents historiques qui ont consacré, je dirais, les prémices de ce conflit qui s'appelle le Sahara, il est bien établi d'ailleurs par la Cour internationale de justice en octobre 1975, contre le Maroc et ses provinces, il y avait des liens d'allégeance et que ce n'était pas une terra nullius, contrairement à ce que nos chers amis espagnols avaient plaidé à l'époque. Bien sûr, ils ont reconnu à la Cour internationale de justice, donc les juges qui ont officié ce jour-là, ont reconnu aussi à la Mauritanie des liens, disons, administratifs et politiques avec une partie des tribus de cette province disputée, comme on l'appelle. Et cette consécration juridique est en fait tout simplement la consécration d'une histoire continue, avec des revers, avec des succès, mais toujours variables, selon le temps et l'espace. C'est un point fondamental pour comprendre la structure même du Maroc. Si je prends la fin du XIXe, où la monarchie était très affaiblie, très endettée, donc avec incapacité d'assurer ses missions principales, cette monarchie d'ailleurs à cette époque a été déjà confrontée au premier soubresaut d'opposition au sens moderne du terme, puisqu'en 1908 avait été imaginée la première constitution marocaine, le premier projet de constitution marocaine, avec, je dirais, les déclinaisons traditionnelles universellement acceptées et reconnues d'un État moderne et démocratique qui installait une monarchie constitutionnelle, basée sur le respect des identités et des autonomies régionales, puisque le Maroc, pour ceux qui connaissent notre histoire, était souvent cité comme le Maroc des grands caïds. Effectivement, les tribus avaient souvent la liberté de coopter leurs leaders, et c'est le souverain qui leur donnait cette légitimité en leur donnant un daïr qui confirmait la fonction de caïd. Mais l'autonomie, au sens politique du terme, était très importante, était une donnée culturelle qui fait partie de notre histoire. Elle a toujours été, je dirais, traitée par les monarchies successives comme le besoin de toujours respecter les identités culturelles. Ce qui fait que, si je prends par rapport à la langue berbère, le Maroc est celui où la langue berbère a, je dirais, persisté et traversé toutes les difficultés que les minorités ou les majorités, parce que le Maroc est en majorité berbère à l'origine, donc les minorités linguistiques ont connu de par le monde et notamment dans notre région, de manière plus spécifique. C'est le seul pays où la communauté juive continue de vivre normalement, même si beaucoup sont partis pour des raisons historiques que nous savons, mais encore aujourd'hui, dans leur système judiciaire, nous avons des mécanismes, aussi bien au niveau du premier degré, de l'appel que de la Cour de cassation, nous avons des mécanismes juridiques qui tiennent compte des lois hébraïques. C'est le seul cas, à ma connaissance, dans le monde arabo-musulman, où ce respect des religions monothéistes, et notamment de la religion juive, est consacré depuis des siècles. C'est cette particularité qui a fait que les monarchies, le peuple marocain en tant que peuple-nation, ont toujours eu des relations extrêmement, je dirais, sereines avec la diversité culturelle. Et vous avez utilisé tout à l'heure le mot de Maroc pluriel. Il n'y a pas une meilleure définition que celle-là pour comprendre ce Maroc. Et l'avènement de Sa Majesté Mohammed VI est en quelque sorte une sorte de consécration d'un processus qui a été forgé par l'histoire. On n'a pas eu que des moments agréables dans notre histoire, y compris récente. Je parle de la fin du siècle dernier. Après l'indépendance, la monarchie était même contestée par une opposition d'obédience marxiste-léniniste, avec des républicains qui étaient tout à fait avérés, et que nous côtoyions, nous qui étions étudiants à l'époque, à la fin des années 60, début des années 70. Donc il y avait un vrai projet alternatif à la monarchie qui était donc promu par des jeunes étudiants de l'époque. Et parmi ces jeunes étudiants, il y avait de jeunes étudiants sahraouis, que j'ai d'ailleurs connus personnellement à l'époque, qui n'étaient pas du tout des sécessionnistes, si je puis dire, mais qui avaient, dans le cadre de cette contestation de gauche de la monarchie marocaine, avaient un projet particulier, je dirais, lié aux provinces du Sud. Il n'a jamais été question, à aucun moment, d'abord de peuple sahraoui, il n'a jamais été question d'une quelconque revendication enregistrée par un quelconque mécanisme international, qui soit régional
ou que ce soit l'ONU, jusqu'en 1975. Et jamais nous n'avions entendu parler, je pense que si vous revenez à toutes les archives respectables de la diplomatie internationale, vous ne trouverez jamais trace d'une revendication quelconque de territoire ou d'indépendance. Et ce qui explique la manière avec laquelle le Maroc a négocié avec l'Espagne en 1975 le fameux accord de Madrid. Il a été négocié selon les principes d'ailleurs de la charte de l'ONU, et il est fait expressément référence aux principes de la charte de l'ONU, notamment aux résolutions pertinentes en matière d'expression du droit à l'autodétermination, et a été présenté à l'Assemblée générale, qu'il a adoptée, et qui a adopté en même temps une deuxième résolution qui demandait au Maroc d'organiser un processus d'autodétermination des populations, ce qui fut fait en 1976, le 26 février, comme je l'ai dit, lorsque les représentants de la population, l'Ajma, avaient voté quasiment à l'unanimité l'acceptation de cet accord de Madrid. Ce processus s'est fait et a déclenché évidemment au niveau régional, d'abord en Libye, et ensuite par l'Algérie et en Algérie, un processus d'internationalisation du conflit pour des raisons qui, à l'origine, n'avaient pas beaucoup à voir avec le principe, disons, sacro-saint, que nous respectons, de l'autodétermination. Il avait affaire à un mécanisme de protection, je dirais, des derniers restes des souverainismes juvéniles. Je m'explique. Nous avions, de par notre combat national, c'est vrai, créé des conditions psychologiques collectives telles que le concept de frontière est devenu quasiment fétichiste. Et au Maroc, on avait des tendances politiques qui sont toujours là et qui avaient une vision du Maroc qui allait de Tanger jusqu'à la Mauritanie. Je ne vais pas citer le grand leader nationaliste qui a fait un discours célèbre où il définissait les frontières du Maroc pour aller donc du nord jusqu'au fleuve Sénégal, pratiquement, et à l'est jusqu'à la fin des limites géographiques des Tkna, et Tkna étant une tribu partagée entre le Maroc et l'Algérie, et des Rghibat, tribu partagée entre le Maroc et l'Algérie, parce que nous avons Rghibat Sharq, ceux qui vivent en Algérie, et Rghibat l'Arabe qui vivent au Maroc, et constituent d'ailleurs la principale tribu de province du Sud, donc du Sahara, dont on parle ce soir. Donc, dans ce processus complexe, je dirais, d'opposition marxiste-léniniste, d'exploitation du bipolarisme qui dominait la scène internationale, il est évident qu'un pays comme le Maroc est un pays fondamentalement gentil, qui ne fait jamais de vagues, il n'a jamais fait de vagues, et pas seulement maintenant, mais depuis des siècles. Même le corsaire de Salé était réputé gentil, comparé aux autres corsaires du nord et du centre de la Méditerranée. Nous n'avons jamais fait de vagues. On a été extrêmement agressif quand l'islam était touché, quand la terre d'islam était menacée. Il y a des batailles célèbres avec les Portugais et les Espagnols essentiellement. Mais dès qu'il s'agit de soutenir une cause, une bonne cause, on était là, y compris quand il fallait arbitrer entre la France et l'Angleterre, que de souverains marocains ont aidé l'Angleterre d'une manière extrêmement claire, y compris dans la fameuse bataille de Trafalgar. Le Maroc aurait pu défiler aux côtés du pavillon britannique, puisque nous avons donné un soutien logistique aux Anglais, ce que peu de gens ignorent, contre la France de l'époque napoléonienne. Et ce Maroc gentil était tellement sûr de son droit, tellement évident que le Sahara était marocain, que peut-être qu'il a sous-estimé les capacités de nuisance des uns et des autres dans la région. Et en particulier, le problème qui se posait à l'Algérie, suite aux négociations qui ont eu lieu après 69 et jusqu'en 73 sur la délimitation des frontières. Le roi Hassan II, avec une vision extrêmement généreuse de l'histoire, a compris qu'il faut dépasser les problèmes étriqués qui sont liés aux définitions territoriales des États et voir loin, dans une intégration maghrébine, une réponse aux défis qui se posaient déjà et qui se posent encore avec plus d'acuité à la région en matière économique et sociale. Ces défis aujourd'hui, ça veut dire que dans les 15 prochaines années, nous devons créer les Maghrébins du centre, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie, une trentaine de millions d'emplois, pour juste situer le débat. 30 millions d'emplois, toutes choses étant égales par ailleurs, pour parler comme
nous parlons entre nous économistes, cela signifie qu'il faut au moins 2 points, voire 3 points de croissance supplémentaires, tout de suite, et jusqu'en 2020-2025, pour pouvoir absorber ce surplus de production humaine, de ressources humaines qui viennent sur le marché du travail. Ce qui signifie qu'on garde le taux de chômage actuel marocain, algérien, tunisien au niveau où il est aujourd'hui. Et tout le monde sait que sans un processus d'intégration maghrébine, qui est une solution, qui n'est pas une fin en soi, on n'y arrivera pas. Et on peut probablement dans le débat y revenir, mais je ne vais pas dévier de la question pour aller dans les limites de temps qui me sont imposées, donner la priorité à ce dossier qui est complexe et dangereux. Donc, lorsque ces négociations avaient eu lieu, première conséquence, lorsque nous avons tranché définitivement sur Tindouf, que nous revendiquions, je le rappelle, on le revendiquait parce que jusqu'en 1953, Tindouf était marocaine. C'était la France, pour des raisons de sécurité, pour sécuriser le maquis algérien, s'est arrogé le droit de rattacher Tindouf à un département français, puisqu'il s'agit de la France, disons, pleine et entière, souveraine, entre guillemets, sur le territoire de l'Algérie sœur. Et le général de Gaulle, d'ailleurs, avait convoqué à l'époque où les négociations d'indépendance étaient sur le point de se terminer, avait convoqué notre chargé d'affaires, un certain M. Abdeltif Filali, devenu par la suite ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, et l'avait convoqué pour qu'il rencontre M. Gouff de Murville, alors ministre des Affaires étrangères, pour trancher définitivement la question de la délimitation des frontières du Maroc avant que l'Algérie ne recouvre son indépendance. Et tout particulièrement, il s'agissait de la restitution par la France au Maroc, par la voix de son souverain, à l'époque Sa Majesté Mohamed V, paix à son âme, les derniers territoires donc, que la France, de manière très coupable, nous avait enlevés, pour des raisons que j'ai citées tout à l'heure. Et la réponse du Maroc était très claire. Nous n'allons pas négocier derrière le dos d'une Algérie non indépendante. Nous avons déjà, avec nos frères algériens, réglé ce problème au niveau des principes. Et au niveau des principes, c'était la conférence de Tanger, 1958, qui avait jeté les prémices du Maghreb. Un Maghreb à l'époque démocratique, très généreusement conçu, et qui a connu la fortune que vous savez, et qui continue de pédaler dans la choucroute pour parler en langage populaire français. Donc ce projet de restitution par la France a été rejeté par le Maroc, et c'est peut-être une des erreurs que nous avons commises à l'endroit du Maghreb. Je ne dirais pas à l'endroit du territoire, parce que à la limite, ça n'a pas d'importance. Mais nous avons, dès le départ, empoisonné nos relations avec l'Algérie. Et dès le départ, 1 an pratiquement après son indépendance, on a eu une première guerre, la guerre des Sables. Une guerre qui a été essentiellement fondée sur des problèmes de contestation territoriale par des tribus plus ou moins partagées en deux par la frontière artificielle de l'époque, etc. Je ne rentre pas dans ces détails, mais ça a déclenché déjà les prémices d'une inquiétude algérienne par rapport au sérieux du Maroc et de l'engagement du roi sur le tracé des frontières. Et le raisonnement qui a été fait, en tout cas c'est une des interprétations qui est communément admise par ceux qui ont suivi ce dossier, c'est que pour défendre le dossier de Tindouf, l'Algérie a créé l'affaire du Sahara d'une certaine manière. Au-delà des préoccupations stratégiques de la grande Algérie qui s'investissait corps et âme dans les industries industrialisantes et qui, quelque part, c'était évident, avait besoin d'un débouché sur l'Atlantique. Ce débouché était au centre des discussions et des négociations, notamment à Ifrane et à Tlemcen, et ça avait été résolu d'une manière intelligente par les deux pays, par la création de projets communs, de sociétés communes d'exploitation de ressources naturelles, et je parle en particulier du fer de Garage Billet, qu'une société maroco-algérienne devait gérer, et qui, parce qu'elle est maroco-algérienne, garantissait bien sûr l'accès économique à l'Atlantique, sans lequel ce projet n'aurait aucune viabilité ni faisabilité économique, cela va de soi. Donc la raison principale était celle-là. Paradoxalement, elle l'était au moment où l'Algérie, par la voix de M. Feu, le président Boumedienne, avait déclaré au sommet de Rabat que l'Algérie n'a aucune prétention territoriale sur le Sahara et qu'il fallait se mobiliser pour aider le Maroc à recouvrir non seulement le Sahara, mais l'ensemble des territoires qui, à l'heure où je vous parle, sont toujours sous domination espagnole dans le nord.
Je parle des îles Jaffarine, je parle du rocher de Badès, je peux parler de l'îlot de Nkor, etc. Où, jusqu'à l'heure où je vous parle, le drapeau espagnol continue de flotter, y compris sur les présides de Ceuta et de Melilla. Les événements donc ont tourné dans un sens contraire, je dirais, au vent de l'histoire, au vent de l'intégration régionale, parce qu'à l'époque, l'Europe était en train de construire, après le succès de la CECA, la Communauté économique européenne de charbon et de l'acier, est en train de construire les fondements du marché unique qui est atteint son niveau d'aboutissement supérieur en 1993, je vous le rappelle. Donc, quelque part, nous avons raté avec cette affaire du Sahara un rendez-vous et le dernier train de l'histoire qui aurait peut-être changé la face de l'Afrique du Nord et par ricochet probablement modifié une partie de la carte africaine francophone qui nous est contiguë. Et on aurait renoué avec le rôle traditionnel qui était celui de l'Afrique du Nord, en fait, du Maroc pour parler clairement. Je rappelle la campagne du roi saadien Al-Mansour en 1591, campagne du Soudan, qui a été probablement, et tous les spécialistes de l'histoire politique le confirment aujourd'hui, il y a un grand intérêt pour ce sujet. Quelque part, cette expédition a façonné la carte de l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique francophone, avec ses problèmes en termes de gestion des minorités ethniques, et je vais de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique. Et quelque part, nous avons modifié aussi, par notre influence spirituelle, par Sidi Ahmed Tijani, qui est une confrérie qui a eu un rôle considérable dans l'islamisation de l'Afrique occidentale française jusqu'au Nigeria. Et elle a créé probablement les prémices de ce que nous vivons aujourd'hui dans cette région qui nous est chère et qui a été la source de la première grande immigration que l'État central marocain organisé avait reçue. On oublie souvent que la première immigration en tant que telle était l'immigration donc de l'Afrique noire vers le nord de l'Afrique et surtout vers le Maroc. Et les spécificités ethniques de cette immigration sont encore extrêmement vivaces au Maroc au niveau linguistique et au niveau, je dirais, de l'expression musicale, des traditions familiales. Il y a l'exemple archi-connu des Gnawa, ce n'est pas le seul. Dans le sud du Maroc, il y a toute une organisation culturelle qui est en tout point ressemblante à ce qui se passe dans l'Afrique francophone musulmane. Donc, c'est ce Maroc compliqué, pluriel, divers, avec toujours des problèmes de relation avec sa dimension ou sa frontière orientale, qui a eu à gérer depuis 1975 ce dossier du Sahara. Alors, je ne vais pas répéter, parce que ça serait fastidieux, toutes les péripéties diplomatiques et politiques par lesquelles nous sommes passés. Mais en général, toujours en fonction de cette gentillesse qui est la nôtre, on a toujours fait en sorte qu'on fasse plaisir à la communauté internationale. Lorsqu'on a fait pression sur Feu Sa Majesté Hassan II pour accepter le référendum en 1981, nous l'avons accepté. Lorsqu'il a fallu trouver des compromis nombreux et variés à chaque résolution, d'ailleurs le Maroc n'a jamais proposé de résolution depuis qu'il a récupéré son territoire, nous avons toujours réagi aux résolutions des uns et des autres, jusqu'à créer quelque part les conditions d'un début de pourrissement. Je crois que la gestion du temps, telle que nous l'avons faite, a atteint ses limites. Aussi bien chez nous que chez nos frères algériens, que chez nos frères mauritaniens, je pense que nous sommes fatigués après une communauté internationale qui a été fatiguée depuis longtemps de ce dossier. Ce dossier n'est pas un dossier prioritaire. Il n'est pas dans la liste des 150 questions prioritaires, je dirais, qu'on peut imaginer pour le monde, que ce soit dans les grandes capitales ou dans les moyennes capitales. C'est un dossier qui n'intéresse fondamentalement personne. Tout au plus intéresse-t-il une confrérie internationale, un lobby majeur, qu'on appelle le lobby des droits de l'homme, de la démocratie, et qui est quelque part l'expression du dysfonctionnement de notre relation, nous, Maghreb, au monde international. Le fait qu'on ne soit pas considéré comme pétrole algérien compris, moi je préfère vous le dire clairement, qu'on ne fasse pas partie du club des pays à grand intérêt stratégique dans les agendas de Washington, de Berlin ou de Paris, est quand même un problème qui devrait nous amener à méditer davantage ce que nous faisons pour le monde, ce que nous pouvons faire pour le monde, pour la paix dans le monde et pour la prospérité économique et sociale du monde. Et ce conflit touche quoi? Il touche un territoire qui est aussi grand que la Grande-Bretagne.
sur lequel vit aujourd'hui une population de l'ordre de 400 000, le dernier recensement officiel le confirme. Alors, analysé par origine, ces 400 000 sont répartis moitié-moitié entre des originaires de province, donc des Sahraouis purs, sous une structure tribale extrêmement complexe et nombreuse. On peut compter entre tribus et ramifications de tribus une quarantaine d'ensembles ethniques homogènes, et une moitié de population qui vient du nord, dont une partie est faite des descendants de l'armée de libération marocaine, qui a osé braver en 1956 et 1957 à la fois la puissance espagnole et française, qui ont libéré Smara, qui ont libéré Gueltazmour, qui ont libéré jusqu'à Al-Adrar, avant que la fameuse opération Écouvillon, qui est une opération franco-espagnole, extrêmement lourde sur le plan militaire, et qui a donc défait l'armée de libération marocaine, et fait exiler 20 000 habitants de ces provinces qui sont allés s'installer un peu partout dans le Maroc du Nord. Donc une partie de ces populations est revenue lorsque le Maroc a recouvert son intégrité territoriale. Et l'ensemble fait à peu près 200 000. Donc, réfléchissons à ce que sera la viabilité, la faisabilité d'un État qui correspondrait aux critères westphaliens dans une région aussi sensible qu'elle l'est aujourd'hui sur le plan de la sécurité. C'est toutes ces considérations, c'est cette histoire qu'on a mis dans la balance pour faire une proposition. Cette proposition ne se limite pas simplement, je dirais, au contenu ou à la substance de l'autonomie. À la limite, c'est simple, les références juridiques internationales sont claires, nombreuses. On peut citer les normes de l'OSCE, l'UND, on peut citer un certain nombre de références autres, des pratiques avérées, on peut citer les pratiques allemandes, espagnoles. Il y a énormément de situations qui peuvent constituer un référent juridique de qualité pour, disons, définir le contour des dévolutions multiples et variées qu'on peut faire. Mais on ne s'est pas arrêté là. Notre démarche a été beaucoup plus globale. On a d'abord testé au niveau national. Et exactement comme cela a été fait pour toutes les réformes qui ont été initiées par l'actuel souverain, Sa Majesté Mohamed VI. Il y a toujours eu débat ensuite, arbitrage royal, et puis arbitrage royal, restitution du processus aux mécanismes démocratiques. Souvent, ça a été le Parlement, y compris dans les domaines où les compétences constitutionnelles du roi ne demandaient pas nécessairement l'approbation du Parlement. Nous l'avons fait pour le Code de la femme, nous l'avons fait pour le Code de la nationalité très récemment, pour la reconnaissance définitive et la promotion de la culture amazigh, et je passe toutes les réformes que vous connaissez. C'est toujours un processus de consultation et de légitimation interne avant une décision finale. Pour ce projet d'autonomie, on a fait exactement la même chose. Ça a pris 16 mois de discussion, de négociation avec les partis, avec les intéressés dans les provinces du Sud, et on a obtenu un processus complexe de principes, de lignes rouges, qui a motivé toute l'action que nous sommes en train de mener ces jours-ci au niveau international, des actions de consultation pour obtenir, je dirais, une sorte d'appropriation internationale de la solution marocaine. C'est une démarche qui laisse la porte ouverte à tous les enrichissements. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas figé le projet encore à valeur aujourd'hui. Je suis incapable de vous dire de quoi il sera lorsqu'on le remettra dans quelques semaines aux autorités onusiennes compétentes. Nous sommes toujours dans un processus de dialogue et d'enrichissement avec nos amis et nos partenaires du Conseil de sécurité, mais aussi, et là nous n'avons pas du tout de tabou là-dessus, avec tous les États de la région, c'est-à-dire tous les États concernés. Nous sommes prêts à ouvrir ce dossier des livres que nous avons constitués depuis 16 mois. Nous avons veillé à légitimer au niveau international, mais aussi et surtout avant tout au niveau national. Nous sommes prêts à nous ouvrir à tous les États concernés dans la région. Et ce qui fait la différence de la proposition marocaine par rapport à toutes les constructions nombreuses qui ont été proposées pour résoudre ce conflit, c'est que c'est davantage une démarche globale qu'une proposition juridique étriquée, sèche, qui répond à des considérations universellement reconnues en matière de droit public international. Et c'est cette démarche globale qui pourrait déranger d'ailleurs, fondamentalement. Et je crois que son caractère novateur
devrait nous interpeller. Et je suis certain que dans la salle, tout à l'heure, il y aura des questions là-dessus. Je serai très heureux d'y répondre. Mais si nous l'avons fait, c'est que nous avons considérablement amélioré notre connaissance de l'environnement régional immédiat, à la faveur des perturbations qu'a connues la scène internationale, je dirais notamment à cause de cette émergence du terrorisme et d'émergence de conflits de nature non classique, où il n'y a pas nécessairement des structures étatiques organisées qui se battent contre des structures étatiques organisées, comme la guerre définie par d'immenses théoriciens depuis des siècles. Nous avons affaire à des formes protéiformes de rébellions violentes, avec un ordre du jour politique, cela va de soi, mais qui aujourd'hui est en train de s'installer avec force de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique. Parce que c'est des régions qui sont cernées par des États émergents avec des moyens extrêmement limités en termes de défense, en termes d'information, en termes de surveillance. Des États qui ont des problèmes avec leur gouvernance claire et qui, épisodiquement, sont secoués par des événements d'instabilité sociale, politique et de sécurité, tout simplement. Et que cette région est aujourd'hui l'une des régions les plus actives dans le monde en matière de trafic de drogue, de cocaïne, de tout reste, de trafic d'armes, de trafic d'êtres humains, donc l'immigration illégale, la plus dynamique, si je puis utiliser ce mot, mais dans son sens péjoratif, est hélas dans cette région du monde. Et les perspectives à moyen et long terme pour notamment nos amis européens sont désastreusement complexes. C'est des millions de candidats qui vont venir traverser le détroit. Et ils prennent la porte la plus simple, c'est-à-dire la plus humainement acceptable. Et c'est malheureusement le Maroc qui va en subir le plus en termes de charges, en termes de contraintes, parce que c'est le pays le plus ouvert, tout simplement. C'est le pays où les valeurs de liberté sont aujourd'hui, sans discussion aucune, les mieux respectées. Et donc, le produit d'appel qu'il constitue pour ces populations est tout simplement considérable. Et les dernières évaluations de ces flux migratoires montrent que ça ne se limite pas à l'Afrique subsaharienne et que nous avons des candidats à l'immigration vers l'Europe qui viennent aujourd'hui de Namibie, d'Angola, de Mozambique, alors que traditionnellement, c'était plutôt l'Afrique francophone subsaharienne qui émettait le maximum de candidats à cette immigration légale. Et dans cette approche, dans ce respect des droits collectifs des populations, il est évident que nous avons fait un travail d'analyse historique absolument considérable. Nous sommes remontés jusqu'aux sujets qui ont été traités par la Société des Nations en 1920, le cas de la Finlande, jusqu'au cas des régions italiennes qui ont été traitées avec l'Autriche juste après la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons tiré de ce processus ancien, il y aurait toute la quintessence en matière de respect des droits humains, c'est-à-dire des droits collectifs à décider de notre avenir. Et nous l'avons fait dans le respect total de la légalité internationale. Donc, au-delà de la démarche globale, nous avons fait notre propre homework en intégrant tous les principes universellement admis en matière de respect des droits collectifs. Et bien sûr, les deux résolutions canons, si je puis dire, de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je crois que sur le plan juridique, ce produit qui sera enrichi, nous l'espérons, avec beaucoup de pertinence par nos amis et nos partenaires internationaux, eh bien, va, je pense, agréablement surprendre tous les juristes pointueux, Dieu sait s'ils sont nombreux et compétents, ici ou ailleurs. Donc voilà un peu la dynamique marocaine que nous avons voulu installer. Nous le faisons avec une conviction profonde qu'on ne peut plus perdre de temps par rapport, je dirais, au projet maghrébin, aux besoins de réforme, y compris démocratiques, pour apporter des réponses crédibles aux défis sociaux, de sécurité, religieux que nous avons affrontés. Et nous le faisons en ayant la conviction profonde que quelque part, notre expérience historique nous donne un certain nombre de crédits pour apporter par l'exemple, par la vertu de l'exemple, des réponses qui sont, à mon avis, sages, qui ont eu toujours le souci de gérer le temps pour ne pas créer de vagues, et qui peut être une source d'inspiration par rapport aux menaces, je dis bien des menaces, qui pèsent
sur l'équilibre institutionnel d'un certain nombre de pays de la sphère arabo-musulmane. Il est clair qu'une dérive de quelque nature que ce soit dans la solution de ce conflit est, à mon avis, porteuse de germes terribles de déstabilisation de toute la région. Quand je dis la région, je répète, ça va de la mer Rouge, on peut dire du Golfe Persique, jusqu'au détroit de Gibraltar. Et c'est l'enjeu véritable de ce processus, et je crois que jamais nous n'avons eu entre les mains les moyens, la disponibilité, la volonté politique pour enfin en finir. L'histoire nous dira quel usage les différents joueurs, les différents acteurs vont faire des prochains mois. Et j'espère qu'on sera inspiré par la sagesse, tous collectivement et individuellement, pour en finir avec quelque chose d'anachronique et qui, normalement, en tout cas pour la génération montante, devrait être, j'espère, une source de solutions plutôt que de problèmes. Et je sais que nous assumons, nous, les parents de cette génération, une immense responsabilité historique dans cette affaire. Nos parents n'ont pas réussi, nous n'allons pas quitter cette terre sans avoir au moins fait l'effort de réussir mieux qu'eux à pacifier une région essentielle pour la paix dans le monde. Et merci pour votre attention.